à tous et à toutes, et c'est parti pour une nouvelle émission de Paroles de Femmes avec nos invités, le couple Éric et Rachel Dufour. Ensemble, on est en train de voir les ennemis du couple, comment les identifier, mais surtout comment les vaincre, parce qu'on ne parle pas juste des problèmes, on donne aussi des solutions dans cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler des priorités. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie, il y a beaucoup de choses importantes. Et quand on arrive au couple, eh bien, quelquefois, on peut être submergé de toute forme de sollicitation, des choses qui nous paraissent très importantes. Et puis, au final, on se demande, mais quel temps me reste-t-il pour mon couple? Et puis, quelquefois, on se demande, mais pourquoi mon couple va aussi mal? Mais on se rend compte que dans la liste des priorités, c'est l'endroit où on a aussi le moins investi. Donc, forcément, l'investissement est pas, le résultat est pas folichon, quelquefois. Alors, aujourd'hui, avec vous, Éric et Rachel, eh bien, nous allons voir c'est quoi les bonnes priorités pour qu'un couple fonctionne bien. Ça, c'est vrai. C'est un des ennemis, c'est de considérer le couple comme une plante qu'on met dans un coin de la maison, qu'on n'arrose pas, on ne prend pas soin d'elle, on ne prend pas soin du couple. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, je dirais qu'un mot-clé, c'est l'intentionnalité. Il y a plein de gens, et nous aussi inclus, qui ont une vie active qui les déborde. Et en fait, on a l'impression de courir après notre vie et de vivre ce que notre vie décide que l'on va vivre. Et comme tu le disais, Annabelle, après, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas investi dans notre couple autant qu'on aurait souhaité. Et donc, c'est super important de faire une pause et puis de se dire, OK, on a besoin d'intentionnalité, c'est-à-dire on a besoin de reprendre notre vie en main, se dire c'est quoi ce que je veux vivre en fait dans mon couple. Et ça va automatiquement impliquer de réorienter nos priorités, de les réorganiser de manière à ce que le couple soit au centre de ce que l'on veut vivre. Si c'est notre objectif, ça va prendre ce moment-là. Donc il y a plein de choses qui peuvent venir nous empêcher de mettre notre couple en priorité. Je pense à un couple qui se serait formé après plusieurs années de célibat. Ça va demander du travail, de quitter la mentalité de j'organise mon temps comme je veux, je décide ce que je mange quand je veux, je sors, je vais me coucher, je vais me lever quand je veux, pour passer à quelque chose de le couple passe avant, mes désirs peut-être d'ex-célibataire en fait, tu vois. Et donc je vais commencer à devoir mettre en priorité cette vie de couple pour pouvoir y investir. Ça peut commencer par ça. Mettre la priorité au bon endroit. Alors, quand on a vécu, pour garder ton exemple, du temps en solobataire avant d'être en couple, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir plein d'amis. Avec lesquels on passe des super soirées, des super moments, un match, spécialement quand il y a des trucs qui se passent en ce moment dans le monde ou autre. On a envie de regarder des choses ensemble et en fait, ça nous fait envie, on y va. Sauf que là, il va falloir faire une pause, se dire en fait... peut-être que j'en parle avant à mon autre précieux pour savoir s'il n'y a pas déjà quelque chose d'organisé ou en fait si j'ai le temps à disposition pour mes amis. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus avoir d'amis. Ça veut simplement dire que la relation avec eux va venir après la relation avec mon conjoint. Ça semble une évidence, mais quand on a pris des habitudes, ce n'est pas facile de revenir en arrière sur « oui, mais avant, je faisais comme je voulais ». Oui, mais maintenant, on a choisi d'être en couple, donc on est à deux. Et c'est cette relation-là qui prend la priorité sur d'autres relations. C'est arriver à passer du je au nous. Ça demande parfois de se mettre un peu à genoux, du je au nous. Wow. C'est pour que vous vous en souveniez. Pour mettre le couple en priorité, il faut arriver à construire et à nourrir ce nous. Donc, le je va devenir un. Et puis, il y a aussi des fois où, par exemple, quand on devient parent, eh bien, l'enfant, c'est magnifique, le bébé, tu comprends, il est là, il prend tout notre temps, il faut apprendre à devenir parent. Et puis, on voit ça arrive beaucoup aux femmes. Elles s'oublient complètement en tant que femmes, elles se sont réalisées en tant que mères. Et dans ce coup, le couple passe sur le back burner, comme on dit en anglais, passe sur le côté. Et on nourrit que le rôle de maman, par exemple. Son corps va jouer contre elle parce qu'elle va avoir porté cet enfant pendant 8-9 mois, et puis elle va donner naissance, peut-être qu'elle va choisir d'allaiter ou pas, peu importe, mais il va y avoir cette hormone de l'attachement qui va se déclencher, l'oxytocine, donc elle va trouver du contentement dans cette relation avec son bébé, et boum, le mari... Alors après, moi j'ai des maris qui viennent me voir et qui disent en fait, depuis qu'on avait un projet ensemble d'avoir un enfant, et
Merci Seigneur, on l'a eu, cet enfant. Mais en fait, maintenant, j'existe plus. Et on n'a plus d'intimité sexuelle. Et ma femme, elle en a visiblement plus besoin. Et donc, comme ça, il y a une période de sécheresse affective, émotionnelle, qui s'installe entre les conjoints. Et les maris sont là, ma femme, ça a l'air d'aller. Elle s'épanouit complètement avec le bébé, etc. Mais moi, je suis sur le côté. Et c'est une ère de grand danger, en fait. Parce que quand ces besoins-là essentiels ne sont plus rencontrés, il y a une souffrance qui s'installe, il y a un manque qui s'installe, émotionnel, spirituel, physique. Et si on n'y répond pas, mais en fait, les priorités se sont inversées. L'enfant passe avant le conjoint. Là, je prends l'exemple du mari, mais ça peut aussi s'installer dans le sens inverse, pourquoi pas. Même si c'est moins fréquent, on peut l'imaginer. Et en fait, dès l'instant qu'une priorité est inversée, il va y avoir une souffrance qui se crée et puis qui va avoir des conséquences au bout de la route. Si après il y a plusieurs enfants, on risque de crouler sous les tâches, le quotidien. Il faut faire le linge, il faut faire les courses, il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Et la vie de parents, le rythme fou, prend le dessus sur la vie de couple. On va devoir la remettre à la bonne place. On va arriver aux solutions. On continue de regarder tous les angles où on se fait manger nos priorités. Après, ça peut être les amis ou la famille étendue, en fait. Élargie. Et les beaux-parents. Et les beaux-parents. Eh bien oui, parce qu'il faut réussir à... On les aime, mais des fois, c'est tendu. Et je me souviens quand on était jeunes, il y a longtemps, quand on retournait dans la maison où Eric est né, parce que toi, tu n'avais pas quitté ta maison. Grandi dans cette maison. Et d'un seul coup, mon chéri, mon mari, redevenait un petit garçon. Ouais. Il y avait un peu de ça, c'est-à-dire exact. que j'en étais pas conscient, mais en fait, quand je revenais chez mes parents, je reprenais mes attitudes de fils. Oui. Et donc, je m'allongeais devant la télé, j'attendais que ça se passe. Ah, c'était ça. Excusez-moi, je voudrais mon mari. Si Allô. Et en fait, j'en avais absolument pas conscience. Je ne me rendais pas compte jusqu'au moment où Rachel me l'a dit. Et ça m'a fait tadam, la lumière s'est allumée à tous les étages. Mais j'en avais pas conscience avant. Je ne me rendais pas compte que je reprenais un rôle qui n'était plus le mien, parce que je devais être d'abord un mari et un papa. On avait déjà des enfants avant d'être le fils de mes parents. Quoi. Bien sûr. Donc c'est toute une question de priorité. D'abord à moi, après à nos enfants, après à tes parents. Et quand on respecte cet ordre-là, on peut faire cohabiter le tout. Puis des fois, c'est le travail qui prend le dessus. Et oui, mais il faut gagner plus d'argent parce que il faut qu'on change de voiture ou qu'on change de maison ou que tu vois. Et ça, c'est aussi un engrenage fou, une accélération. Et le travail prend toute la place, ou le ministère d'ailleurs, la vie à l'église, etc. prend tout le temps parce qu'il faut bien servir Dieu quand même. Il faut bien exister à l'extérieur, exister en faisant. Et ça va manger ce qui est entre nous deux, la vie de couple. Et quelquefois, on a du mal à gérer nos priorités parce qu'on voit un besoin devant nous et on a l'impression que c'est la meilleure chose et la seule chose qui est possible aussi de faire, c'est de répondre à ce besoin. Et si je ne réponds pas à ce besoin, le monde va s'écrouler. Et en fait, on ne se rend pas compte que notre couple est en train de s'écrouler et qu'en respectant l'ordre que Dieu a établi, c'est comme ça que tout le reste va bien fonctionner. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, j'ai l'impression, en tant qu'être humain, c'est je choisis un ordre, rien ne fonctionne, mais je continue de choisir un ordre qui n'est pas l'ordre de Dieu. Et ce que tu dis, c'est juste, il y a ce qu'on appelle, nous, la tyrannie des besoins. Savoir que c'est une tyrannie parce que ça n'arrête jamais. Et c'est ça. Et en fait, il y a rarement de vraies urgences. Évidemment, si quelqu'un est entre la vie et la mort et vous avez besoin d'aller aider quelqu'un, bien entendu, là, ça n'a rien à voir. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais c'est en fait souvent une mauvaise excuse pour cacher quelque chose d'autre qui ne va pas, où on va mettre d'autres besoins en priorité, parce qu'en fait, peut-être qu'on va à reculons vers notre couple, peut-être parce qu'il y a des tensions qu'on n'a pas réglées, ou quelque chose à la famille qu'on n'a pas envie de retrouver, etc. Donc, on est dans l'évitement, et cette tyrannie des besoins, en fait, elle se fait toujours au prix de... Moi, j'appelle ça la théorie du sous-marin, un petit peu. Un sous-marin, en fait, on veut que les gens qui sont à l'intérieur survivent. Le sous-marin, il fait face à de très grandes pressions dans les grandes profondeurs. Donc, il faut que la structure, elle soit suffisamment forte pour maintenir la vie possible pour ceux qui sont à l'intérieur. Dès l'instant où on accepte de prendre un coup, eh bien, ça diminue l'espace vital pour ceux qui sont dedans, l'oxygène, etc. L'oxygène, c'est le temps que je vais passer avec ma femme, c'est le temps que je vais passer avec mes enfants. Et si je donne la priorité à d'autres à l'extérieur, sans que ça ait été communément accepté, que ce soit prévu pour, eh bien,
automatiquement, ceux qui sont dans la bulle, le sous-marin, c'est ma vie de famille, hein, évidemment, eh bien, c'est eux qui vont immédiatement en vivre une conséquence. Il va y avoir moins de moi, je serai moins disponible émotionnellement, spirituellement, dans mon temps, je serai moins là pour mes enfants, etc. Donc, ceux qui sont à l'intérieur vont payer le prix. J'aime bien ton image de cette course où on dit je comprends pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas, c'est parce qu'on met les choses à l'envers. Et c'est comme si on essayait de marcher sur la tête. Ça marche moins bien que sur les jambes. Quand on marche sur nos pieds, c'est plus efficace. Et on aime bien utiliser cette image de la fontaine de champagne avec cette notion de tu mets du champagne dans cette fontaine. Tu pars du haut avec ta relation avec Dieu. Et le deuxième niveau, c'est le couple qui va être rempli du champagne, qui va déborder sur le niveau suivant, les enfants. Et puis ensuite, le travail, le ministère, la famille élargie, les amis, etc. Quand on se concentre sur investir dans, si on a une relation avec Dieu qui existe, ça en premier, et ensuite notre couple, on va voir des bénédictions et des choses qui vont découler plus facilement. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? En réalisant déjà que, il va falloir que pour tous les autres verres de champagne soient remplis, je le mette en premier. Donc oui, c'est une priorité. Les enfants ne seront jamais aussi heureux que si papa et maman sont mariés et femmes d'abord. C'est très rassurant pour les enfants que le couple des parents s'aime en fait et garder et su entretenir la flamme. Des enfants qui voient leurs parents s'embrasser, peut-être qu'ils vont faire berre. Mais en fait, c'est hyper rassurant parce qu'ils disent ça va. Les deux pentes du toit de la Voilà. maison sont bien associées, quoi. Notre maison est solide, Oui. le toit va pas prendre l'eau, papa, maman s'aiment, on peut tout affronter. Donc c'est rendre un service aux enfants que d'investir dans la vie de couple. Et comment est-ce qu'on investit dans notre vie de couple ? En prenant du temps. Ça commence par le temps. Hein. Notre bien le plus précieux, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et si on arrive à programmer, à être intentionnel, comme tu l'as dit, pour démarrer, dans le temps qu'on va investir tous les deux sur notre couple, on va nourrir cela, d'un seul coup, on va mettre en priorité le couple et voir les fruits assez rapidement. Alors, un petit truc pour le couple. On le disait, on a tous des vies hyper compliquées ou occupées, etc. Et pourtant, si vous investissez une fois par semaine, et je sais que certains se disent non, c'est pas possible, ils ne connaissent pas l'emploi du temps. Si vous êtes occupé, mais c'est possible quand même. Mettez 1 heure ou 2 par semaine, une fois par semaine, où vous allez avoir un rendez-vous, ce qu'on appelle avec Rachel un rendez-vous amoureux. On vous en reparlera, parce que c'est tellement important qu'on en reparlera encore cette semaine. Ouais. En fait, c'est un moment privilégié où le monde peut s'écrouler. Vous avez un rendez-vous avec la personne qui est la plus importante pour vous dans votre vie, c'est votre conjoint. Et on ne parle pas, on le détaillera, on ne parle pas de choses qui fâchent, ce n'est pas le bon moment. Par contre, on parle de nos rêves, on parle de notre amour. C'est super important, ça remet le couple au milieu, en priorité. Et vous allez voir que vous allez avoir une anticipation positive. Ouais, je vais tel jour, être sûr que ça arrive à un moment donné qui est valable pour les deux. Mais on se dit, ouais, à tel moment, j'ai mon temps avec mon épouse ou mon conjoint et ça va être tellement bon, quoi. Oui, on va pouvoir mettre plein de choses en place. Parce que tu disais, un bout de, je sais plus, ah non, oui, c'est toi, Eric, à l'instant. Ouais, tu connais pas mon emploi du temps. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi à briser quand on parle d'intentionnalité, c'est qu'on a le choix. Et que souvent, on se limite à ça. Je n'ai pas le choix. Je subis mon horaire. Donc, c'est pas de ma faute. Moi, j'aime ma femme, j'aime mon mari. C'est juste, je peux pas. Je ne peux pas. Et ça va être aussi quelque chose à briser parce que dans ces cas-là, jamais on va pouvoir reprendre le contrôle de notre vie. Et ça veut dire qu'on est captif, que Dieu ne peut plus rien pour nous, ou que Dieu va changer son ordre aussi de priorité pour nous. Et je crois que c'est ça le fait de se dire, j'ai pas le choix. Et l'autre chose, oui, mais j'ai des bonnes intentions. J'aimerais faire le rendez-vous amoureux, mais bon, je peux pas. Et ça te nourrit, quelquefois, ça peut te nourrir, tes bonnes intentions deviennent des belles excuses. Oui. Et puis, tu as l'impression que l'autre reçoit tes excuses comme du temps de qualité, comme de l'amour, parce que je veux vraiment, mais je peux pas. Ah oui. Mais ça nourrit pas. Non, ça nourrit pas. Et c'est croire dans un mensonge, en fait. On se fait voler, encore une fois, quelque chose. Ça va vous nourrir de mettre le couple en premier, de prendre soin de l'autre. Et c'est vrai que c'est un apprentissage. Et tu parlais de l'urgence des besoins autour qui nous volent notre couple.
peut-être que ça vaut le coup de s'asseoir et de regarder vraiment ce dont toi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de temps de qualité? Tu parles de temps de qualité. Les 5 langages de l'amour, c'est un concept, un livre super important à mettre en place, Gary Chapman. Si vous ne connaissez pas le langage de l'amour de votre conjoint, c'est le moment de vous asseoir et de mettre du champagne dans votre coupe, en fait. Parce que si je sais, avec Eric, c'est facile, il a les 5. Donc moi, je te tape toujours dans le mille. Peu importe ce que tu fais. Facile à aimer. Faut juste que tu fasses quelque chose. Quelque chose, ça marche. Mais bon, si vous, c'est plus un peu plus complexe. Ah, mais vous en avez un 6e en plus. La nourriture. Oui. C'est vrai. On va faire une édition française, Tu nous connais bien, le Gary 6e Chapman. langage de l'amour. Tu nous connais bien. Mais c'est vrai, si je prends le temps de comprendre ce dont Eric a besoin pour se sentir en vie, sentir que notre couple est important à mes yeux, je vais pouvoir investir dans ses besoins, comprendre c'est quoi son oxygène. Et ça peut ressembler à « j'ai besoin que tu passes du temps avec moi, j'ai besoin que tu me fasses du compliment, j'ai besoin des compliments en public, etc. » Ça vaut le coup d'investir là-dedans. Ça peut aussi être pour un homme, j'ai besoin des fois d'avoir des temps en solo, qui ne sont pas un rejet de toi parce que je t'aime, mais des fois j'ai besoin de me retrouver. Et oui. En tant qu'homme, on a souvent besoin d'avoir des moments en solo où on fait rien, ou bien on fait quelque chose pour nous, mais qui va nous permettre de nous recentrer sur qui on est. En fait, c'est comme si on parlait 2 langues étrangères. Il ne faut jamais se dire « non, mais s'il m'aime, il devrait savoir ». T'as redit-le, parce que ça, c'est super important. Non, ne pas vous dire Ça, c'est les femmes, on se dit ça. « s'il m'aime, il devrait savoir » sans que je lui explique. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, si je vous demandais, mesdames et messieurs aussi, quels sont tous vos besoins essentiels, là, tout de suite, vous seriez là, attends. Et en fait, il faut y réfléchir. Donc, si à vous, et ça vous demande le temps de la réflexion, votre conjoint ne peut pas deviner et tomber juste parce qu'il vous aime. C'est juste pas possible. Si j'avais besoin de parler le chinois là tout de suite, je peux pas. Je ne connais pas un mot, 1 ou 2, c'est tout. Donc, j'ai besoin d'apprendre. Ouais. Et mon meilleur professeur, c'est mon conjoint qui peut m'expliquer quelle est sa langue, quels sont ses besoins. Et de la même façon, c'est à moi de connaître mes besoins pour pouvoir les expliquer à Rachel. Et on a démarré cette série et cette semaine en parlant de sexualité, ça marche au niveau de la sexualité. Si on met en priorité notre couple, on va mettre aussi le focus, l'emphase sur notre sexualité et discuter de qu'est-ce qui te fait envie, toi? Qu'est-ce qui te fait rêver, toi? Qu'est-ce qu'on pourrait vivre ensemble à 2, qui nous ferait grandir? Tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, on peut mettre notre couple en priorité. Et encore une fois, quand on nourrit bien cela, eh bien, la relation avec le reste de la famille, même avec le travail, va pouvoir se décliner avec beaucoup de bonheur. Et est-ce que vous pouvez confirmer que donc c'est possible de mettre son couple en priorité, même quand on a plusieurs enfants? Alors, nous avons eu le bonheur d'en élever 5, et oui, je te le confirme, Annabelle. C'est possible. Ouais. Ça demande une intentionnalité. C'est vrai que ça va demander de peut-être... ça n'arrive pas par hasard. Non, jamais. Si vous attendez que la vie vous offre ces opportunités, une fois de temps en temps, peut-être elles vont arriver, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera installé et qui augmentera votre qualité de vie. Donc, ça demande une intentionnalité, d'être d'accord de peut-être faire moins certaines choses au profit de plus de temps passé dans votre couple. Et une des grandes perles que toi, tu as mises en place pour que je me sente femme, épouse avant d'être mère, et que nos enfants me positionnent comme ça aussi, c'est quand nos fils faisaient une bêtise, si jamais ils regardent, quand je vais dire cette phrase-là, ils vont faire... si jamais ils faisaient une bêtise et qu'ils manquaient de respect, c'était vraiment une des valeurs hyper importantes dans l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, Eric leur disait « tu parles pas comme ça à ma femme ». Ah, wow. Et ça positionnait dans notre grande famille avec nos 5 fils, ça me positionnait en tant que « hey, je suis ta femme avant d'être leur mère ». Ça ne m'a pas enlevé de mon rôle de maman. Ils m'ont autant respecté, voire plus, dans mon rôle de maman. Mais cette phrase-là, de la bouche de leur père, tu ne parles pas comme ça à ma femme. D'un seul coup, c'était très, très, très grave. Et c'était quelque chose qu'on avait choisi pour travailler à rester amoureux avant d'être parents. Ça marche. Et une des choses que tu viens de dire, Eric, aussi, c'est on va faire moins de choses pour pouvoir passer plus de temps en couple. Et c'est aussi le défi de cette société, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont faciles à faire. Enfin, en tout cas, on fait rien, mais on a l'impression de faire des choses, notamment à travers les médias, etc., etc. Ça demande aussi cette discipline de couper certaines choses pour passer du temps avec l'autre. Oui,
pose ton téléphone. Il faut savoir ce qu'on a envie de vivre. Moi, il y a un truc qui, des fois, me fait peur, c'est qu'à la fin de la semaine, quand mon téléphone me dit combien d'heures j'ai passé dessus, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en fait, si, le téléphone ne va pas mentir. Et c'est vrai ce que tu dis. Il y a un moment donné où, c'est quoi ce que je veux vivre? Si je suis satisfait, si nous sommes mutuellement épanouis dans ce que l'on vit, alors OK, ça marche. Mais s'il y a une souffrance, alors il faut faire un choix. On ajuste le moteur, en fait. Si un des deux dit tu me manques, ou je trouve que on ne prend pas assez de temps pour nous deux, Si c'est un des deux, s'il y en a juste un des deux qui dit moi je suis pas satisfait, ça suffit pour ça ajuster. suffit pour... C'est la majorité. Ah oui, Si l'autre il dit non mais moi ça va, non ça suffit pas. Gagnant-gagnant, hein. Ça c'est une phrase que vous nous entendez dire 1 million de fois. Il faut que tous les deux vous disiez oui on a un bon rythme là, on sent vraiment que on est amoureux et on maintient ça en vie et qu'on est intentionnel dans cette relation-là. Donc si ta femme te dit ou ton mari te dit on passe pas assez de temps ensemble, pose ton téléphone. Ou autre chose. Ou autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place au niveau des priorités qu'il faut challenger. Et comme on le disait, dans le gagnant-gagnant, le plus dur, c'est pour celui qui est satisfait ou satisfaite. Oui. Tu dis, non, moi ça va. non, si l'autre est en souffrance, tu dois accepter le constat pour remettre en cause quelque chose que toi tu fais ou que tu ne fais pas, qui est source de cette souffrance chez ton conjoint. C'est un bon exemple qu'on donne à nos enfants aussi. On le fait pour nous, mais pour la génération suivante aussi. Moi, j'aime beaucoup voir nos fils prendre du temps avec leur femme, en fait, et prendre du temps pour investir dans leur couple. Et c'était marrant parce qu'au début de leur mariage, certains nous ont dit « Oui, vous ne nous appelez pas tel jour, parce que c'est le jour où on est tous les deux. » On dit, oui, tu décroches pas, mon fils. Si j'appelle, tu décroches pas. Merci de respecter. Respecter ton couple. Mais c'était beau, en fait, qu'ils nous aient vu le vivre et qu'ils se soient dit « Tiens, ça vaut le coup parce que ça marche pour les parents. » Donc, oui, on veut faire la même chose et mettre notre couple en priorité. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que Dieu voulant, tu vas passer des années et des années avec ton conjoint. Et donc, si on ne prend pas le temps d'investir, ça, c'est quelque chose qui se flétrit, en fait, qui se dessèche et qui devient insipide. Je pense qu'aussi une chose importante de dire, c'est peut-être certains pourraient se dire en ce moment, en nous écoutant, oui, mais eux, ils ont fait ça depuis tellement longtemps et nous. Et en fait, c'est jamais trop tard. Ouais, c'est jamais trop tard c'est jamais trop tard de prendre un médicament qui va nous soigner. Même si ça fait 1 mois que j'ai mal, oui, mais si le médicament supprime la douleur, finalement, tant pis si j'ai souffert pendant 1 mois, mais là, je le prends aujourd'hui. C'est la même chose. C'est jamais trop tard de réinvestir dans son couple, de se dire, OK, on n'a pas tout fait bien, on a loupé des trucs, on a eu mal, mais justement, je voudrais bien que cette douleur soit ma motivation pour faire quelque chose, changer quelque chose. Si je continue de faire les mêmes choses et je m'attends à un résultat différent, je crois que c'est Albert Einstein qui disait c'est une définition de la folie. Rien ne va changer, donc tu auras toujours aussi mal. C'est pas trop tard. Je voudrais vraiment que, si certains se disent là, on a loupé tellement d'années, c'est pas trop tard pour s'asseoir, s'arrêter, se dire ok, qu'est-ce qu'on va changer pour que notre vie remette notre couple en priorité. Et vous allez voir les conséquences et vous allez voir que vous avez eu raison de vous arrêter, de vous dire ok, on le fait maintenant. C'est le bon moment. Ça en vaut tellement la peine. En tout cas, merci beaucoup. En fait, je me dis, j'espère que vous prenez des notes, j'espère que vous notez, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas juste rester des bonnes idées, qui peuvent rester des paroles. Et je crois que c'est souvent une erreur aussi qu'on peut faire. On va à des séminaires, à des ateliers, on écoute une émission. Ah, c'est super. Mais là, c'est le moment de prendre des notes et puis de prendre un rendez-vous. Prenez une date, choisissez une date maintenant. N'attendez pas la fin de l'année, le début de l'année, etc. En début d'année, on va commencer notre nouvelle routine. Mais non, commencez maintenant, c'est le bon moment pour pouvoir commencer. Et je voulais aussi prendre le temps de vous remercier tous ceux qui ont déjà participé à cette grande campagne des 5000 semeurs. Un grand merci à vous tous pour votre générosité, pour votre fidélité. Et tout à l'heure, avec vous, en dehors des émissions, on parlait que partout où vous allez, vous avez des échos de vos passages ici à MCI TV. Je suis bouleversé parce que même jusqu'en Asie du Sud-Est, on a des gens qui sont venus nous rencontrer, qui nous ont dit en fait on vous a vu à MCI et ce qu'on a entendu a changé notre vie, a sauvé notre couple, a bouleversé notre vie de famille, etc. Donc MCI va jusqu'à des endroits où vous n'imaginez même pas que les émissions soient regardées et suivies. Donc MCI, c'est vraiment, ça change la vie des personnes qui le suivent, ça sauve des couples, ça sauve des familles, ça amène des gens à découvrir une nouvelle façon de vivre avec Jésus. Et je veux vous encourager à continuer de soutenir, quoi. Il y a une économie de Dieu qui est incroyable, c'est que là où on sème, en fait, les fruits qui sont récoltés sont aussi pour nous. Donc, tous vous qui semez dans MCI, tous ces fruits-là, qu'on a le bonheur de voir partout dans le monde,
qui sont portés par EMCI, toutes les émissions, tous les lives, tout ce qui se passe ici, en fait, eh bien, c'est grâce à vous aussi. Et c'est vrai que c'est important d'en prendre conscience que à chaque fois que vous avez contribué, vous avez semé en finance, mais aussi en prière, peut-être Eric et Rachel, ce sont eux qui ont reçu le témoignage, mais vous y avez participé. Vous avez pu, à cause de votre participation, faire en sorte qu'un message qui a été enregistré ici, vous vous êtes déplacé, vous avez pris du temps, vous êtes préparé, mais ce message a été transporté à l'autre bout du monde. Et moi, je trouve ça toujours merveilleux de se dire, il y a une famille qui a été changée, mais une famille, ça va être des enfants. Après, c'est toute une génération qui est complètement transformée, des divorces qui sont évités, des douleurs qui sont des douleurs qui sont effacées dans le sens où il y a eu une guérison, il y a eu du pardon. Et vous ne pouvez pas passer votre vie, vous voyagez déjà beaucoup, vous faites déjà beaucoup de choses. Mais je trouve ça beau, ce que les médias peuvent faire, c'est qu'un message qui est donné ici une fois est distribué à l'infini, en illimité, partout, dans le monde entier, à tous les francophones, sauf s'il y a un don d'interprétation des langues, ce qui peut arriver, peut-être que vous l'entendrez un jour. Je ne parlais pas le français, je vous ai entendu, j'ai tout compris. Oui, puis il y a EMCI rentre dans des endroits où on ne pourrait pas avoir accès. Dans les recoins de la jungle où on a pu aller, les gens ont un téléphone. Et donc, ils peuvent avoir accès, en fait, à ce que vous portez. C'est vrai. Même au fin fond, il n'y a peut-être pas une maison en dur, mais il y a un téléphone. Et donc, ils ont accès aux fruits que vous permettez à EMCI de vivre et donc que vous portez. C'est extraordinaire. Alors, je veux encore vous remercier parce que ensemble, vous, nous, Eric et Rachel, nous participons au grand mandat de pouvoir annoncer l'Évangile aux 4 coins du monde. Et c'est un privilège de pouvoir le faire. C'est un privilège et un honneur de pouvoir aussi le faire avec vous. Et si vous voulez participer, si vous aussi, vous voulez devenir un semeur, vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et vous pouvez suivre toutes les étapes pour rejoindre les 5000 semeurs. Vous pouvez donner en une fois, mais aussi en plusieurs fois. C'est possible d'échelonner ce don. Alors n'hésitez pas, si dans votre cœur vous sentez cette impulsion qui vous dit « ouais, j'ai envie de donner », eh bien, je crois que c'est le Seigneur qui vous a parlé. Et comme on peut le dire à chaque fois, on donne sans contrainte ni tristesse, que ce soit pas sous le fruit d'une pression, d'une obligation. Faites-le si vous croyez que c'est le Seigneur qui vous a parlé. Faites-le si vous le faites de tout votre cœur, avec bon cœur, sans contrainte ni tristesse. Et en tout cas, un grand merci à vous tous, à vous qui avez donné peut-être $50, 100 €, d'autres qui ont donné 1000, d'autres qui ont donné 3000, d'autres qui ont donné 5000. Le Seigneur a vu ce que vous avez fait. Le Seigneur voit votre générosité. Alors, un grand merci parce que ensemble, eh bien, nous aurons cette récolte d'âmes. Ensemble, on aura cette joie de pouvoir aussi savoir dans l'éternité ce qu'aura porté comme fruit cette contribution, cette participation. Donc, encore une fois, un grand merci à vous tous. Et puis, merci à vous, Eric et Rachel. Mais on va se retrouver encore demain, d'accord? Émission fun. Fun demain. Donc, demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et bien sûr, vous l'avez compris, à ne pas manquer. Alors, à demain dans Paroles de Femmes. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 semeurs afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.